Comment est-ce qu'on peut sensibiliser l'ensemble des personnes qui nous entourent, soignants et patients, à l'impact de l'environnement sur notre santé? Bonjour Véronique. Bonjour Brigitte. Véronique, je suis vraiment ravie d'être avec toi aujourd'hui. Donc, docteur Véronique Mondin. Tu es infectiologue, donc tu as terminé tes études de médecine en 82 et tu as décidé d'embrasser la spécialisation en infectiologie. Qu'est-ce qui était à ce moment-là cette passion d'aller vers cette spécialisation? Ça, c'est une question intéressante. En fait, j'ai toujours aimé toutes les disciplines. Je voulais être pédiatre à la base. Et j'avais fait un stage d'externe en pédiatrie. J'avais trouvé ça très dur. Et j'ai fait un autre stage dans un service où le patron était le professeur d'infectiologie. Et en fait, il était tellement intéressant, il avait tellement d'histoires à raconter, c'était tellement palpitant que je me suis dit, je vais faire infectiologue. Et comme je voulais rester à l'hôpital, faire une discipline hospitalière, c'était aussi quelque chose qui m'a intéressée. Donc l'infectiologie, j'ai toujours adoré ça parce que c'est quelque chose de dynamique, on a des tas de nouvelles maladies, on a plein de choses qui changent, c'est un peu des enquêtes policières, on demande aux gens qu'est-ce que vous avez mangé, avec qui vous avez été, voilà. Je trouve que c'est très très dynamique. Ça touche l'épidémiologie et justement mon patron me disait tu verras, tout est infectiologique. Et je crois qu'il avait raison parce qu'aujourd'hui on donne une bonne importance au microbiote. Ouais. Et le microbiote, c'est bien nos bactéries, nos virus, nos champignons qui nous habitent. Et on voit bien qu'ils sont aussi à l'origine de toutes les maladies d'une certaine façon. Donc effectivement, l'infectiologie, je crois que ça embrasse énormément de choses. Voilà, donc c'est aussi un lien avec ce qui m'intéresse aujourd'hui, qui est le une seule santé, le One Health, et ça nous sensibilise à l'importance de l'animal, de l'environnement, de l'homme. Voilà, c'est quelque chose de très global. Et ça, c'est un truc justement que je veux aborder avec toi parce que tu es une femme très active, très passionnée, qui a beaucoup d'énergie. En fait, on partage cette qualité. Et tu travailles en ce moment sur le concept de la santé intégrative. Tu organises des colloques, comme le week-end dernier avec le comité de l'Observatoire. Et tu rassembles des gens vraiment palpitants, fascinants, qui ont vraiment une parole à apporter sur l'angle de la médecine que nous voudrions prendre, pour prendre justement l'individu dans toute cette globalité. Mais tu as développé donc le concept de l'exposome. Oui, alors le concept de l'exposome, c'est quelque chose qui existe dans sa définition depuis 2005. Disons que moi, ce que j'essaye de faire, c'est d'informer la plupart de mes collègues et des personnes qui m'entourent, des citoyens, des patients, sur l'importance d'être sensible à l'impact de l'environnement sur notre santé. L'exposome, c'est ça, c'est tous les éléments extérieurs ou intérieurs qui agissent sur nous depuis qu'on est dans le ventre de notre maman, donc la conception, jusqu'à notre mort. L'intérêt de l'exposome, c'est aussi sa complexité, c'est-à-dire qu'on est soumis à des tas de choses variées, dynamiques, complexes, des effets cocktails. À un moment de la vie, on est exposé à quelque chose, un peu plus tard à autre chose. Mais de plus en plus, on sait que tous ces éléments ont une influence sur notre santé. Donc il faut informer, il faut être sensibilisé à tout ce qui se passe autour de nous pour avoir une bonne santé. Oui, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, c'est un des facteurs déterminants que l'Organisation mondiale de la santé met comme étant l'élément premier quand on parle de l'environnement et la communauté, qui est un facteur, dans le questionnaire justement qu'on parlait un peu avant de débuter l'interview, tu cibles donc tous les points sur lesquels l'individu peut subir une influence et aussi en même temps, c'est une prise de conscience. Tout à fait. Et cette prise de conscience, elle nous amène à nous interroger beaucoup donc sur les facteurs qui impactent négativement la santé et en même temps, une fois qu'on essaie de les identifier, sur les solutions. Parce que moi, ce que j'aime bien, c'est parler des co-bénéfices santé-environnement, des solutions à tout ça. Donc l'idée, c'est aussi de faire le lien entre là, je m'expose, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas le faire et comment je peux maintenir ma santé. Et là, ça fait le lien aussi avec la santé intégrative, la médecine intégrative, qui justement liste toutes les solutions. C'est quoi les solutions? Lutter contre le stress, donc c'est les pratiques psychocorporelles, c'est avoir une bonne alimentation, une bonne nutrition,
c'est lutter contre la sédentarité, faire de l'activité physique, c'est lutter contre l'isolement, être dans le lien à l'autre, c'est tous ces éléments-là, la nature qu'on a vu au congrès, qui font qu'on peut capitaliser sur une bonne santé. Oui, en fait, ce qui est fascinant, c'est que à travers donc cet élément, l'exposome, tu amènes un élément de conscientisation, mais en même temps l'aspect préventif. Et on sait qu'en médecine, c'est quelque chose dans la médecine intégrative, c'est quelque chose qu'on veut mettre en amont pour justement éviter la maladie, quoi. Tout à fait. Je sais pas comment ça se passe au Canada, mais nous, 3% de notre budget est consacré à la prévention. C'est-à-dire, c'est vraiment pas grand-chose. Alors qu'aujourd'hui, quelles sont les problématiques actuelles? Il y a de plus en plus de malades. Les maladies chroniques augmentent. Pas seulement parce qu'on vieillit, puisque d'ailleurs on vieillit plus trop, hein, mais malheureusement les enfants ont aussi beaucoup de maladies chroniques aujourd'hui. Parce que notre environnement est toxique, parce que notre mode de vie occidental est toxique. Donc beaucoup de malades, de moins en moins de médecins. Là aussi, je sais pas au Canada comment ça se passe, mais nous, C'est très similaire. C'est très similaire. Comment va-t-on faire pour aborder tout ça? Il faut bien qu'on se tourne vers la prévention, vers le moins de malades possible. Et je crois qu'on peut le faire. Et en plus, je crois que c'est assez simple. Les gens s'imaginent toujours qu'on va leur donner des règles très strictes, qu'on va être très, directif. Non, en fait, il faut retrouver un peu du bon sens. C'est tout. Et je pense qu'à mon avis, on a un peu franchi le curseur par rapport à notre société beaucoup trop complexe, rapide, pressée, qui fait n'importe quoi, qui veut tellement aller vite qu'elle ne fait plus attention aux choses essentielles. Il faudrait ramener le curseur un tout petit peu plus loin et retrouver un équilibre. Mais c'est facile, on peut le faire. Oui, mais en fait, je pense que quand on est franchement engagé, et en tant que professionnel de santé, en faisant la promotion des saines habitudes de vie, puis en même temps de dire, dans le dialogue avec l'individu, de prendre un petit peu plus de temps, parce que c'est vrai, cet effet de vitesse, nous-mêmes, on le ressent dans notre profession. C'est comme si tout devait être la Formule 1. Tout à fait. Alors, c'est de ramener vers le gros bon sens. J'aime beaucoup ce terme parce que c'est très clair et tout le monde le saisit bien. Oui, et on se trompe dans la vitesse. Je peux donner un exemple un petit peu précis. Dans le cadre de ce que je fais en infectiologie, cette consultation sur les femmes qui ont des cystites récidivantes, c'est un problème de santé pas très grave, mais ça leur empoisonne l'existence. Peut-être dans ma cohorte, 12, 14, 16 fois par an, elles vont voir leur médecin généraliste. J'ai une cystite. Alors, elles font l'analyse, elles attendent 2 jours, on leur donne l'antibio, elles sortent pas, elles font pas des câlins à leur mari, etc., etc. Ça leur pourrit la vie, ça consomme de l'argent, etc. Moi, j'ai décidé de voir ces femmes 1 heure. Je regarde tout avec elles, tous les facteurs de risque, leurs habitudes alimentaires, si elles ont de la sécheresse vaginale, si elles sont inquiètes, si le stress est en cause, si la nutrition est bonne. Et au bout de 7 heures et d'un renseignement, eh bien, on leur donne des propositions et c'est fini. Donc là, il faut savoir à un moment donné se dire que ce temps que j'ai l'impression de perdre, en réalité, je le gagne. Je pense que ça, c'est vraiment important. Mais toi, tu as pris cette décision parce que tu avais les outils, la connaissance, l'expertise de dire je peux faire une différence pour ces dames. Tout à fait. Et c'est tout à ton honneur. Et qu'est-ce que tu observes donc la majorité du temps, c'est le stress qui a un effet corrosif sur le corps et le microbiote, j'imagine. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on est stressé, on sécrète du cortisol. Le cortisol lui-même modifie l'immunité et du coup, on fait davantage de cystite. Et puis, moi, j'aime bien cette image chinoise, de la médecine chinoise que je connais très mal. Hein. Mais les Chinois, ils disent que le méridien de la vessie, c'est celui de l'anxiété, de l'insécurité et de la peur. C'est un peu métaphorique. N'empêche que les patientes, elles se retrouvent là-dedans. Et je trouve qu'il y a beaucoup aussi des patientes qui ont subi des stress, des traumatismes, une insécurité, une enfance compliquée, des violences sexuelles. On retrouve beaucoup ça. Hein. Et quand on prend le temps d'aller chercher ça et de comprendre et de leur proposer des outils comme de l'hypnose, ben voilà, ça leur fait beaucoup de bien et elles font plus de cystite. Justement, je voulais qu'on aborde l'hypnothérapie. Donc, tu as fait un DU en hypnothérapie. Un DU, oui, d'hypnothérapie, oui, tout à fait.
Et donc, depuis combien d'années? Je l'ai fait en 2016. 2016. Et maintenant, tu le pratiques au quotidien. Ah oui. Alors au début, je me suis pas sentie très à l'aise parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai mis un peu de temps à assimiler. Au début, on voit ça de façon un peu intellectuelle, on essaye de bien comprendre les étapes. Et en fait, j'ai eu la chance après de me former avec des gens plus actifs qui font un mouvement français qui s'appelle les thérapies d'activation de la conscience. Donc ça nous débarrasse de beaucoup de choses qui sont pas véritablement inutiles et on va vraiment au but, c'est-à-dire la suggestion, la créativité, l'imagination. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, et de plus en plus, j'ai envie de dire, j'utilise ça au quotidien. D'abord, je l'utilise en hypnose conversationnelle. Tous mes patients, j'essaye de leur parler de façon bienveillante, positive, qui n'ait pas de peur, qui n'ait pas de stress. Je trouve que ça sert à rien de faire peur aux gens. Est-ce qu'on pourrait dire à ce moment-là que tu crées une connexion, Oui, un dialogue l'importance de la profond? relation, de l'importance vraiment de cette relation. Il faut qu'ils aient confiance, il faut qu'ils se sentent en capacité de raconter vraiment ce qu'ils ont sur le cœur. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui osent raconter au docteur la première fois qu'elles le voient qu'elles ont une sécheresse vaginale, hein. C'est pas évident, hein. Et bon, là, il faut quand même mettre un petit peu les gens en confiance, parler de tout ça, rigoler un peu, faire des images, dire, vous savez, moi, c'est pareil, enfin bref. Donc, en fait, voilà, un peu l'idée, c'est ça. Et après, cette hypnose conversationnelle, elle permet de sécuriser la personne. Et puis, de temps en temps, je fais de l'hypnose plus formelle, ericksonienne, quand il y a vraiment un problème particulier, une douleur, un problème qui va pas. Et là, on fait de la vraie hypnose qui permet vraiment de résoudre ou d'améliorer, on va dire, beaucoup de choses. Donc, il y a plein de sortes d'hypnose, hein. Et moi, je pratique ça maintenant, tous les jours, je pratique ça. Et je forme les soignants à l'hôpital pour ça. Ah oui, c'est vraiment prodigieux, hein. Et je crois vraiment que cette avenue peut débloquer, hein. C'est un terme. Mais oui, parce qu'en fait, on se rend pas compte de la potentialité de notre cerveau. Notre cerveau, il nous fait faire des tas de choses. D'abord, c'est lui qui nous dit notre réalité. Ça n'existe pas, la réalité. Ce que je vois, moi, d'un événement, c'est pas ce que tu vois, c'est pas ce que les autres voient. Donc, on a déjà des tas de filtres. Et l'hypnose, c'est quelque chose qui nous permet d'avoir des filtres constructeurs, des filtres plutôt positifs, des filtres vraiment de l'imagination. Et c'est fantastique. Et moi, j'aime beaucoup un personnage comme Émile Coué, que tout le monde connaît, hein. Je vais bien, tous les jours, je me dis que je vais mieux. Mais ça marche. Si on rééduque son cerveau, ça marche. Donc, pourquoi ne pas le faire? On se complaît dans un mode de réflexion qui est souvent négatif, au lieu de le rehausser et être dans une étape de créativité. Tout à fait. Et c'est ce que tu observes avec tes patients. Tout à fait. Et puis en plus, je trouve que c'est un domaine où tout soignant, les soignants, bon, nous les médecins, on fait un peu comme on veut, mais en hypnose, les infirmières, les aides-soignantes peuvent aussi participer. Et ça leur donne aussi ce moyen d'être créatives. Sinon, elles ont des métiers où elles sont plutôt, j'exécute ce qu'on me dit. Et ça a des limites, hein. Il y a un moment où on aimerait bien aussi être un petit peu aux manettes. Et l'hypnose, c'est vraiment quelque chose qui permet à tout le monde d'exercer sa créativité, d'emmener les gens. Et ça, je trouve que c'est aussi très intéressant. Et surtout, ce qui est très bien, c'est que l'hypnose, ça devient très vite de l'auto-hypnose. Il faut apprendre aux patients à s'emmener tout seul dans cette créativité. Et ça, c'est un outil après qu'il garde toute sa vie. Au moindre problème, il peut l'utiliser. Et ça, c'est vraiment super. En fait, c'est d'avoir le sentiment d'être l'acteur du changement, autant pour le soigné que pour le soignant. Et dans cette relation de bienveillance, d'être dans un mode actif et en même temps récepteur, hein. On parle émetteur-récepteur. Exactement. Wow. Exactement. C'est très valorisant. C'est très valorisant pour le patient. Il a vraiment l'impression d'être l'acteur de soins. Et de plus en plus de patients demandent ça. On est plus dans la médecine, c'est fini, la médecine paternaliste où le praticien ordonne et non, je pense qu'aujourd'hui personne ne veut plus faire ça. Les patients veulent comprendre et c'est normal et ils veulent participer et ils veulent avoir le choix. Donc il faut leur donner tout un éventail de choses qu'ils peuvent aborder et puis voilà, on choisit avec eux, on co-construit leur parcours de soins et c'est quand même beaucoup plus sympathique. Oui. Voilà. Mais en fait, c'est le principe même de la médecine intégrative, c'est de pouvoir offrir aux patients un éventail de soins qui est adapté selon aussi leurs besoins et leurs sensibilités. Parce que pour certains individus, ce sera une avenue, l'autre, ce sera plus une autre avenue. Mais c'est en tant que praticienne, tu as cette sensibilité de dire voici
par exemple, ce qui serait le mieux pour vous. Et en même temps, il y a le dialogue, il y a l'échange. Et moi, je suis très aussi sensible à l'équité et à l'humanité, l'accessibilité de ces soins. Tout à fait. Et je pense que c'est quelque chose que tu partages. Pour nous, c'est fondamental. C'est vrai qu'aujourd'hui, cette médecine-là, elle est un petit peu, on va dire, encore insuffisamment cadrée par les pouvoirs publics, notamment français. On est assez en retard. Hein. Tu me disais qu'au Québec, vous êtes en retard aussi, mais en France, on est quand même super en retard. Sans doute parce qu'on a hérité de Descartes, qui a fait beaucoup de choses, mais qui a classé, catalogué, séparé, et on a vraiment complètement oublié de rassembler. Et donc tout ça pour dire qu'on est en retard, mais les choses quand même s'installent, mais elles s'installent pas forcément complètement facilement. Comme exemple, il y a en ville beaucoup de personnes qui se disent thérapeutes. Il y a beaucoup de pratiques qui sont issues de on ne sait quelle réflexion. Donc il faut quand même être très attentif à n'utiliser que des pratiques scientifiquement validées, qui ont fait leurs preuves et qui sont utilisées par des personnes formées. Hein, ça, c'est l'éthique du soin et qui font partie d'associations ou d'ordres professionnels. Voilà, de syndicats, de plein de choses où c'est vraiment cadré. Et nous, à l'hôpital, l'avantage, c'est que effectivement, notre but, c'est d'offrir, entre guillemets, ça aux patients. Il n'y a pas de paiement, il n'y a pas de conditions. Toutes les personnes qui ont besoin ou envie d'avoir ça doivent y avoir accès. Donc, c'est important. Très important. Oui, ben moi, c'est ma mission, hein, parce que mon mandat, c'est de dire oui, il faut que ce soit accessible pour tous et aussi cadré pour être certain que tous ces thérapeutes soient dans un cadre scientifique, formé, bon, tout ça. Tout à fait. Et en même temps, ce qui est absolument fascinant pour moi, tu me disais donc que c'est ce monsieur chirurgien qui a démarré l'association de médecine intégrative au CHU à la faculté de Nice. C'est vrai qu'à Nice, on a un historique un peu particulier. Oui. On est un petit peu un terreau fertile pour la médecine intégrative. Mais là, je le vois bien. Voilà. Puisque c'était le professeur Patrick Baquet, qui a été doyen pendant deux mandats à la faculté de médecine de Nice, qui a vraiment eu envie de développer ça parce que sa maman était phytoaromathérapeute. Enfin, il a baigné là-dedans, il a bien vu l'intérêt que ça pouvait avoir et il a eu envie de faire ça. Alors pour faire ça, il a monté une association, loi 1901, qui n'était pas donc vraiment dans la faculté de médecine, mais à côté de la faculté de médecine. Mais il a vraiment essayé de faire en sorte qu'il y ait des liens et des tas de gens qu'il a fait rentrer dans l'association qui étaient des gens bien formés. Et avec le temps, c'était en 2014, ça, on a petit à petit construit cette renommée de l'Observatoire, mais aujourd'hui, on fait vraiment partie des entités en France qui ont un peu pignon sur rue sur la médecine intégrative. Il n'y en a que 4 en France. Ah oui. Hein? Et donc, on travaille petit à petit à ça, bien que depuis l'an dernier, tous les étudiants en médecine ont une initiation, un enseignement encore assez réduit, mais à la médecine intégrative. Donc c'est là qu'on voit que ça progresse, que ça s'installe, que les choses vont petit à petit se dispenser partout dans notre pays. Et ça, c'est super. Oui, et ça m'a vraiment étonnée tantôt quand tu m'as exprimé donc cette association. Ouais. Et quels sont les autres endroits en France? Tu dis qu'il y en a 4. Alors 4 unités de médecine intégrative, il y en a une à Nantes, il y en a une à Paris, il y en a une à Bordeaux et il y en a une à Nice. Alors à Metz, il y a aussi un service qui est un peu qui fait aussi un peu ça quand même, mais qui n'a pas été pour l'instant identifié, mais qui fait la même chose. Dans le fond, c'est certaines spécialisations quoi, dans certaines branches. Voilà, c'est pas encore complètement intégratif partout. Mais je trouve que la médecine intégrative, c'est ce qui est fantastique, c'est que, comme tu le disais, on est au service d'un patient qui a ses caractéristiques et il faut être en mesure de lui proposer des outils variés. Et donc, si on peut à la fois utiliser méditation, hypnose, bien sûr nutrition, tout ce qui concerne la gestion des émotions, voilà, il y a plein de choses, et le mettre au service de ce patient. Oui, puis parfois, ça se fait par étapes. Hein? Alors, on commence par un peu comme des petits d'oignon, de prendre la conscientisation, comme on disait tantôt, du patient, et ensuite, on l'amène peut-être à plus l'exercice physique, l'alimentation. On sait que l'alimentation, ça a des effets puissants. Hein? Il y a des gens qui vont arrêter des médicaments, des fois dans des maladies dégénératives, à cause de tout
le système inflammatoire, les syndromes inflammatoires qui sont Bien sûr. causés par une mauvaise alimentation. Tout à fait. C'est quand même incroyable, hein, tout ce qu'on peut... Et tu as témoigné par Oui, les certaines de patients tes qui sont venus, patients. ouais. Ah oui, j'ai trouvé que c'était très fort ce témoignage de cette personne avec plein de comorbidités Ah, et qui a réussi avec toute cette médecine du coup intégrative, parce qu'il a tout fait, auto-hypnose, phytoaromathérapie, les massages, les plantes. Enfin vraiment, il a vraiment mis toute son énergie à ça, non seulement à aller mieux, mais à diminuer de 2 tiers ses médicaments. Et ça me permet oui, d'aborder vraiment ce côté aussi ouais. que j'aime beaucoup dans la médecine intégrative, qui est l'économie des ressources. Mhm, mhm, mhm. On est dans un moment difficile, de plus en plus, il faut réfléchir aux ressources qu'on utilise. Les médicaments, c'est du pétrole, et donc il faut aussi essayer d'être plus sobre. Et on peut être plus sobre en étant plus dans ses pratiques. Ah oui, oui, oui. Tout ça, c'est un grand sujet, la Tout déprescription, à fait. et c'est des avenues qui sont déjà naturellement en route. Mm. Quelles sont les prochaines étapes pour toi, Alors, Véronique? Parce que une femme si active, organisatrice. ouais, les prochaines étapes, eh ben, j'aimerais beaucoup avoir enfin un peu de moyens financiers au niveau de l'hôpital pour faire une vraie unité de médecine intégrative. Pour l'instant, il n'y a que moi, pour l'instant, avec un collègue qui sommes un jour par semaine à faire ça, c'est pas grand-chose, parce que on nous a demandé d'être absolument très rigoureux sur le côté financier. Il faut qu'on prouve qu'on rapporte de l'argent. Mais encore une fois, moi, j'utilise pas de médicaments chers, j'utilise pas de moyens techniques chers, je ne consomme pas non plus. Mais ça, c'est pas tellement pris en compte, hein. Donc il faut vraiment qu'on arrive à montrer que les gens sont contents, que ça fait du bien, et peut-être là, on arrivera à plus développer la médecine intégrative. Oui. Ça, c'est le côté intra-hospitalier. Et puis, ce que j'aimerais beaucoup, c'est développer en recherche des projets comme le projet Exposome, qui est donc comment est-ce qu'on peut sensibiliser l'ensemble des personnes qui nous entourent, soignants et patients, à l'impact de l'environnement sur notre santé. Donc ça passe par des questionnaires, ça passe par des scores, ça passe par des recommandations qu'on envoie un peu aux gens, ça passe par des conférences. Enfin, il y a plein de moyens. Moi, je vais assez souvent dans les écoles, je fais des conférences pour les personnes un peu âgées. Enfin, j'essaye par tous les moyens de faire des trucs, mais il faut, je crois, sensibiliser les personnes à ça, Oui. parce que c'est important. En fait, pour moi, c'est une vision stratégique. Et je dis toujours qu'il y a 2 mots importants, courage et expertise, ce que tu représentes à mes yeux. C'est gentil. Moi, j'en ai un troisième, si tu veux bien. Oui, Cohérence. oui, cohérence. Parce que je crois que vraiment la cohérence, c'est fondamental. Parce que quelquefois, on dit, il faut faire ci, il faut faire ça, et dans notre propre comportement, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, si on veut être vraiment à fond dans son histoire, il faut porter aussi les valeurs qu'on défend, et cette cohérence, elle me paraît fondamentale. Véronique, ça fait vraiment un honneur de partager avec toi. On a beaucoup de passion qui émanent dans notre dialogue, et à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, Brigitte, et j'espère qu'on pourra continuer entre nos deux pays à échanger et voir comment on peut progresser ensemble sur certains sujets. Oui, le projet d'Exposome, j'avoue que ça m'allume beaucoup. Allez, banco. Oui, à bientôt. À bientôt.